Le quartier était calme cet après-midi-là. Des nuages lourds roulaient sur un ciel pâle, et la douce brise faisait bruisser les feuilles tombées le long du trottoir. Les oiseaux gazouillaient faiblement, presque comme s'ils essayaient de ne pas perturber le silence. De l'extérieur, tout semblait paisible. Mais à l'intérieur d'une modeste maison à 2 étages, au bout d'une impasse, il n'y avait aucune paix. Émilie, 11 ans, était assise, recroquevillée sur le sol de la cuisine, le souffle court, le dos pressé contre le placard. Elle ne jouait pas, elle ne se cachait pas, elle survivait. De l'autre côté de la pièce, son beau-père, Frank, la dominait de toute sa stature, une épaisse ceinture de cuir enroulée dans l'une de ses mains, les jointures blanchies par la tension. L'autre main tremblait, non pas de peur, mais de rage. Il ne cherchait plus à se cacher. « Tu penses que tu peux faire ce que tu veux dans cette maison ?» grogna-t-il, la voix basse mais tranchante. Émilie ne répondit pas. Non pas parce qu'elle n'avait rien à dire, mais parce qu'elle avait appris que le silence était sa meilleure défense. Dehors, juste derrière la porte arrière, un vieux berger allemand nommé Max leva la tête. Il ne pouvait pas voir ce qui se passait, mais il entendait tout. Et il se souvenait. Les bottes de Franck résonnèrent contre le carrelage de la cuisine alors qu'il s'approchait d'un pas lent. Chaque pas résonnait comme le tonnerre aux oreilles d'Émilie, lent et délibéré, comme si le sol lui-même le redoutait. L'estomac d'Émilie se serra. Son corps se figea, mais à l'intérieur, son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Il n'y avait nulle part où fuir, nulle part où se cacher. Elle voulait disparaître, devenir invisible, se fondre dans le sol. Mais tout ce qu'elle pouvait faire, c'était attendre la douleur, la tempête, que tout soit terminé. Cela n'a jamais vraiment pris fin. Émilie ne broncha pas, mais ses épaules se tendirent comme un ressort. Elle savait ce qui allait arriver. Elle l'avait toujours su. Il leva la ceinture. Le premier coup atterrit violemment dans son dos. Une piqûre brûlante, rapide et impitoyable. Émilie serra la mâchoire et ferma les yeux. Elle ne cria pas. Elle ne l'avait jamais fait. La douleur était familière. Ce qui l'effrayait le plus, c'était d'empirer les choses. « Tu vois ce que tu me fais faire ?» aboya Franck, marchant maintenant de long en large, sa voix s'élevant. « Tu crois que j'aime ça ? Tu crois que j'ai envie de rentrer chez moi et de retrouver ce désordre ?» Il se déchaîna de nouveau. La ceinture claqua dans l'air avant de s'écraser contre son bras. La respiration d'Émilie s'accéléra, mais elle garda les lèvres scellées. Les larmes commencèrent à couler, non pas à cause de la douleur, mais à cause de l'impuissance. Franck n'était pas ivre. Il n'avait pas besoin de l'être. La colère était son état naturel. Une ébullition lente, toujours prête à déborder. Il pointa du doigt un verre sur le comptoir, un jus qu'elle avait oublié de finir. « C'est pour ça, là ? On gaspille des choses ? Aucun respect. » Il attrapa le verre, le fixa un instant, puis le jeta contre le sol. Le verre explosa à l'impact, des éclats volant à travers la pièce. Certains atterrirent près des pieds d'Émilie. Franck se pencha au-dessus d'elle, respirant bruyamment. « Nettoie-le. Et si tu te coupes, ce sera de ta faute. » Elle hocha la tête, à peine. Puis, lentement, elle rampa en avant sur les genoux, attrapant le verre brisé à main nue. Ses petits doigts tremblaient, rouges et irrités. Dehors, Max s'était redressé. Ses oreilles tressaillirent. Le schéma était désormais trop familier. Il écoutait, le fracas, le silence, la peur. Émilie serra les dents alors qu'elle attrapait un gros éclat près du placard. Il scintillait sous la lumière de la cuisine comme quelque chose de délicat, presque beau jusqu'à ce qu'il lui tranche la peau. Une coupure fine et profonde s'ouvrit sur son doigt. Du sang rouge vif coula sur sa main, dégoulinant sur le carrelage. Elle tressaillit, plus de surprise que de douleur, puis l'essuya rapidement sur l'ourlet de sa chemise, craignant que Franck ne le remarque. Elle pouvait déjà entendre sa voix dans sa tête. « Arrête de pleurer. Tu ne saignes pas tant que ça. » Elle n'osait pas lever les yeux. Sa respiration ralentit, superficielle et prudente. Chaque mouvement devait être mesuré. Un bruit erroné, un regard de travers, et la ceinture pourrait retomber. Derrière elle, Franck s'était déjà éloigné.
Depuis le couloir, sa voix résonna, décontractée et froide. La prochaine fois, tu réfléchiras peut-être à 2 fois avant de gaspiller des choses. Émilie rampa vers l'évier et sortit un vieux chiffon de dessous. Sa coupure la lançait. Elle enroula fermement le tissu autour de sa main, le tachant presque immédiatement. La cuisine sentait légèrement le jus d'orange et le métal. Le verre brisé scintillait sous elle comme des étoiles filantes, mais rien de tout cela n'était beau maintenant, seulement dangereux. Dehors, Max pressa son nez contre la porte vitrée. Ses yeux troubles suivaient chaque mouvement à l'intérieur. Il vit la façon dont Émilie se courbait. Il vit le sang. Il vit ce que Lorraine n'avait jamais fait, ou n'avait pas pu supporter de voir. Max émit un son bas et haletant, pas vraiment un grognement, pas vraiment un gémissement. C'était autre chose. Une sorte d'avertissement. Une sorte de promesse. Au moment où Lorraine franchit la porte d'entrée. Ce soir-là, la maison semblait presque normale. Le jus avait été nettoyé, le verre brisé avait disparu. Émilie avait bandé sa coupure avec un morceau de gaz et du ruban adhésif médical qu'elle avait trouvé dans le tiroir du couloir. Sa chemise à manches longues cachait les ecchymoses qui s'étendaient le long de ses bras. Franck était assis sur le canapé, la télécommande à la main, les jambes croisées, comme n'importe quel beau-père ordinaire profitant du calme. Il sourit même quand Lorraine entra. « Bébé. Comment s'est passé le travail ? Fatigant ? » Elle répondit en forçant un sourire. Ses yeux parcoururent la pièce, puis se posèrent sur Émilie, qui se tenait tranquillement dans l'embrasure de la porte de la cuisine. « Qu'est-ce qui est arrivé à ta main ? Demanda Lorraine en s'approchant. Tu t'es blessée ? Émilie ouvrit la bouche, mais Franck l'interrompit avant qu'un mot ne puisse sortir. Elle a laissé tomber un verre, s'est coupé et l'a ramassé. Je l'ai déjà nettoyé. Lorraine regarda Franck, puis Émilie. La fillette hocha rapidement la tête, les yeux baissés. Lorraine hésita. Quelque chose dans la posture d'Émilie, sa raideur, la façon dont elle tenait son bras contre son corps, lui serrait la poitrine. « Tu es sûre que ça va, chérie ? » « Ça va, » murmura Émilie. Ce mensonge était devenu une mémoire musculaire. Lorraine soupira et retourna vers le couloir. Elle n'insista pas. Elle ne voulait pas se battre ce soir. Pas encore. Franck coupa le son de la télévision et jeta un regard par-dessus son épaule. Elle est juste maladroite. Tu la chouchoutes trop. Lorraine ne répondit pas. Elle connaissait le schéma, la froideur, le reproche subtil, la façon dont il contrôlait le récit si facilement. Le dîner fut calme ce soir-là. Pas de voix élevées, pas d'assiettes jetées. Juste le silence. Le genre qui enveloppe les murs comme de la fumée. Le genre de scène qui vous fait douter de ce que vous pensez avoir vu. La maison dormait ou faisait semblant de dormir. Émilie était allongée dans son lit, les yeux fixés au plafond, le battement sourd dans son bras résonnant à chaque pulsation. Et puis, comme souvent dans le calme, son esprit dériva vers une époque d'avant Franck. Elle imaginait son vrai père, ses yeux chaleureux, la façon dont il la portait sur ses épaules, toujours en riant. Il ne criait jamais. Il ne lui avait jamais fait de mal. Il lui manquait tant. Comme un deuxième battement de cœur. Si seulement elle pouvait revenir en arrière. Avant l'accident. Avant que tout ne change. Avant le jour où il était mort, la laissant dans cette version plus calme et plus dangereuse de la maison. Sa couverture collait à sa peau moite. L'air était lourd, comme s'il transportait des secrets. Elle n'arrivait pas à respirer correctement. Pas complètement. Le silence dans l'obscurité n'était pas paisible. Il appuyait sur sa poitrine comme quelque chose de vivant. Silencieusement, elle se glissa hors du lit et traversa le couloir sur la pointe des pieds. Elle connaissait les planches qui craquaient, et celles qui ne craquaient pas. À la porte arrière, Max était déjà assis, comme s'il l'attendait. Elle ouvrit lentement la porte, laissant entrer l'air glacial de la nuit. Il faisait froid, mais dehors, il semblait plus facile d'exister. Max boita vers elle, la queue battant doucement. Ses vieux os étaient lents, mais stables. Émilie tomba à genoux et enroula ses bras autour de son cou. Il était chaud, solide. Chaque fois qu'elle le tenait, le monde ralentissait un peu.
Il ne criait pas. Il ne blâmait pas. Il ne partait pas. Il était le seul à lui donner un sentiment de sécurité, comme si elle pouvait à nouveau respirer sans peur. « Tu es le seul qui reste quand j'ai peur », murmura-t-elle, la voix brisée. Max pressa son museau contre sa joue. Il n'aboya pas. Il n'en avait pas besoin. Il comprenait. Quelques instants plus tard, la lumière du porche s'alluma. Lorraine sortit, enveloppée dans une couverture, les cheveux en bataille. « L'aime », dit-elle doucement. Émilie leva les yeux, surprise. « Désolée, je n'arrivais pas à dormir. » Lorraine s'assit à côté d'elle, resserrant la couverture autour d'elle. « Les enfants à l'école t'embêtent encore ?» demanda-t-elle. Émilie hésita, puis hocha la tête. « Ils disent que je suis bizarre. Un garçon m'a poussé la semaine dernière. » Lorraine serra les dents. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ? » « Je ne voulais pas t'inquiéter, » murmura Émilie. Lorraine l'embrassa sur le sommet du crâne. « Je veux que tu me dises quand quelque chose ne va pas. Même si c'est un petit détail. » Émilie voulait tout lui dire. Vraiment. Mais la peur était trop forte. Elle criait plus fort que l'amour de sa mère. Plus fort que la logique. Elle se sentait prisonnière de son propre silence, avide de tendre la main, mais figée. Et à cet instant, enveloppée de chaleur mais noyée dedans, elle ne s'était jamais sentie aussi seule. Tout avait commencé par le silence. Lorraine était sortie faire des courses, laissant Émilie seule avec Franck. Pendant un moment, il ne dit rien. Il était assis à la table de la cuisine, feuilletant son téléphone en sirotant son café. Émilie pliait des torchons près de l'évier. Ses yeux restaient baissés, ses pas légers. Mais elle sentait son regard sur elle. Finalement, sa voix trancha l'air comme un couteau. « Alors, t'as eu une petite conversation avec ta mère, hier soir, hein ?» Émilie se figea. Franck se leva lentement, faisant craquer ses doigts un à un. « Tu crois que j'ai pas vu la lumière du porche ? Tu crois que je remarque pas quand les gens chuchotent dans mon dos ? » « J'ai rien dit », murmura Émilie d'une voix à peine audible. Il fit un pas en avant. « Tu me traites de menteur, maintenant ? » « Non, » dit-elle, se recroquevillant. La main de Franck attrapa son poignet, fort, trop fort. Il serrait, et ça faisait mal. « Je t'ai dit que ce qui se passe dans cette maison reste dans cette maison. Tu crois être maligne ? Tu veux la monter contre moi ?» Émilie tenta de se dégager, mais il la tira vers lui. Elle trébucha, heurta violemment le placard. « Franck, s'il te plaît !» halta-t-elle. Mais cela ne fit que l'enrager davantage. Il s'éloigna brusquement, ouvrit le placard du couloir et en sortit la ceinture. Pas n'importe laquelle. La ceinture épaisse. Du vieux cuir, craquelé, impitoyable. « Tu veux pleurer, Lou ?» grogna-t-il. « D'accord. Je vais te donner une vraie raison de pleurer. » Émilie recula, le cœur battant. La pièce tournait. Ses mains tremblaient. Elle tenta de se protéger, mais en vain. Elle était acculée. Seule. Et cette fois, elle n'était pas sûre de s'en sortir. Au bout du couloir, juste derrière la porte, Max resta immobile. Il en avait trop entendu. Depuis trop longtemps. Chaque sanglot, chaque coup, chaque murmure. Le chagrin de cette maison l'avait imprégné jusqu'aux os. Et cette fois, il ne pouvait plus attendre. Cette fois, il ne la laisserait pas seule. La ceinture s'abattit dans un claquement sec. Émilie hurla, se recroquevillant, les bras au-dessus de la tête. Elle ne savait plus où elle était. Elle avait mal partout. Franck haletait, la rage l'aveuglant. « C'est ta faute !» hurla-t-il. « Tu me pousses à faire ça !» Il leva à nouveau la ceinture. Mais un grognement profond, guttural, retentit derrière lui. Franck se retourna. Max se tenait dans l'embrasure de la porte, une patte légèrement soulevée, toujours marquée par une vieille blessure. Mais sa position était ferme. Ses oreilles dressées. Ses yeux rivés sur Franck. « Dégage, sale clébard !» grogna Franck en levant la ceinture vers lui. Le grognement s'intensif.
Respiration lourde, du sang maculé sur le sol, et un silence. Un silence terrible et douloureux. Puis Émilie a déménagé. Les doigts tremblants, elle rampa jusqu'au téléphone de la cuisine, le raccrocha et composa le 911. Sa voix se brisa lorsque l'opératrice répondit. « Bonjour. J'ai besoin d'aide. Il me faisait mal. Mon chien l'a arrêté. S'il vous plaît, dépêchez-vous. » Dehors, le vent hurlait. À l'intérieur, Max se tenait entre Émilie et l'homme au sol, la queue basse, la poitrine haletante, prêt à se défendre à nouveau si nécessaire. Les lumières rouges et bleues clignotantes peignaient la maison de vives pulsations de couleurs. Les ambulanciers se précipitèrent à travers la porte. La police suivait de près, les mains sur leurs étuis, les yeux scrutants. Émilie était assise, recroquevillée dans un coin de la cuisine, les bras enroulés autour du cou de Max. Il ne bougeait pas. Elle non plus. Un officier s'agenouilla à côté d'elle. « Es-tu blessé ?» demanda-t-il doucement. Émilie hocha la tête, les yeux vitreux, sa voix s'élevant à peine au-dessus d'un murmure. « Il me frappait. Max, il l'a arrêté. » De l'autre côté de la pièce, les ambulanciers s'occupaient de Franck. Son bras était gravement déchiré, et son visage pâle à cause du choc et de la perte de sang, mais il respirait. Quelques minutes plus tard, Lorraine fit irruption dans la pièce, essoufflée, tenant toujours ses clés de voiture. Que s'est-il passé? Où est Émilie? Ses yeux trouvèrent sa fille, maculée de terre, du sang sur la manche, le visage pâle. Et Émilie? Halta-t-elle en se précipitant. Elle tendit la main pour la toucher, mais Émilie s'écarta légèrement non pas en signe de rejet, mais par peur que tout disparaisse si elle bougeait trop vite. Lorraine se tourna vers les officiers. « Quelqu'un peut-il me dire ce qui s'est passé ?» L'un d'eux baissa les yeux sur un bloc-notes, puis releva la tête. « Votre fille a appelé le 911. Elle était attaquée par son beau-père. Le chien est intervenu. Il lui a sauvé la vie, honnêtement. » Le visage de Lorraine s'effondra. Elle se tourna vers Émilie, la voix brisée. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Des larmes coulaient sur les joues d'Émilie. « J'avais peur, » murmura-t-elle. « Il a dit que si je le disais à quelqu'un, ce serait pire. » Et avec ça, Lorraine craqua. La culpabilité était plus profonde que tout ce qu'elle avait jamais connu. Elle le voyait maintenant. La douleur silencieuse, la peur inexprimée, la façon dont Émilie avait appris à se rétrécir à l'intérieur d'elle-même. Elle avait amené cet homme dans leur vie, faisant confiance à son charme, à sa voix calme, à sa façon de sourire en public. Elle l'avait laissé entrer. Et il avait brisé son enfant. Le poids de cette vérité l'écrasa. Un cri monta dans sa poitrine, mais ne sortit jamais. Seul le silence, épais et étouffant. Comment n'avait-elle pas pu le voir? Comment avait-elle pu laisser cela se produire sous son propre toit? Elle se sentait comme une traîtresse à son propre sang. Mais elle ne laisserait pas les choses se terminer ainsi. Ni avec le silence, ni avec la culpabilité. Elle ne savait pas comment réparer ce qui avait été cassé. Mais elle savait une chose, elle passerait le reste de sa vie à essayer. Elle essaierait de regagner la confiance de sa fille. D'essayer de construire une vie où Émilie pourrait respirer sans peur. Il ne s'agissait pas simplement de tout recommencer. Il s'agissait de s'assurer qu'Émilie n'ait plus jamais à tressaillir dans sa propre maison. Un enquêteur parla tranquillement à un autre officier à proximité. Il semble que le chien ait agi en défense justifiée. Aucune charge contre l'animal. Max était allongé à côté d'Émilie, la tête posée sur ses genoux, son travail terminé. Et pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait plus peur. 3 semaines plus tard, la maison était silencieuse, vide. Plus de cris résonnant sur les murs. Plus de bruit de pas qui faisait tourner l'estomac d'Émilie. Des cartons étaient empilés dans le couloir, quelques-uns seulement. La plupart de leurs biens avaient été abandonnés. Certaines choses ne valaient pas la peine d'être prises. Lorraine se tenait près de la porte, les clés en main, les yeux scrutant le salon une dernière fois. Max était assis sur la banquette arrière de la voiture, attendant déjà. Émilie se tenait près de la fenêtre, regardant les branches se balancer dans la brise. « Prête ?» demanda Lorraine doucement.
Émilie hocha la tête, mais ne se retourna pas. « Où allons-nous » demanda-t-elle, sa voix presque trop basse pour être entendue. Lorraine regarda devant elle, vers la route. Quelque part loin. Quelque part calme. Un endroit où personne ne te fera plus jamais de mal. Émilie ne dit rien. Mais pour la première fois, elle le crut. Ils ne regardèrent pas en arrière lorsque la voiture s'éloigna. La maison derrière eux rétrécissait dans le rétroviseur. Il ne restait plus que des murs et des fenêtres. Pas une maison. Max posa sa tête sur les genoux d'Émilie, son corps chaud et stable. Elle passa ses doigts dans sa fourrure, et il la regarda avec ses mêmes vieux yeux doux. Elle murmura. « Merci. » Et il cligna lentement des yeux, comme s'il le savait déjà. Par la fenêtre, le monde défilait. De nouvelles villes, des champs ouverts, des cieux différents. Mais à l'intérieur d'Émilie, la douleur mettrait plus de temps à disparaître. Elle n'était pas guérie. Pas encore. Mais elle ne se cachait plus non plus. Et tandis que la voiture s'éloignait, une pensée persistait dans son esprit. Combien d'autres filles sont encore là, toujours silencieuses, toujours effrayées, toujours en attente que quelqu'un ou quelque chose les sauve? Certains héros ne portent pas de badge. Certains héros ne parlent pas. Mais parfois, ils ont 4 pattes. Et ne vous quittent jamais.